Bonjour à tous et merci d'être là. Effectivement, comme ça a été présenté, là, le talk va être à propos des SSO. On va expliquer un petit peu ce qu'est le SSO, dans quel cadre ça s'utilise, pourquoi on en met en place aussi. Déjà, pour commencer, qui je suis Emmanuel Gauthier, je suis freelance, je fais du consulting sur les solutions CIAM, Consumer IAM, et je fais du développement en tout genre. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, il y a 2 GitHub. Celui-là, c'est sur une organisation, si ça vous intéresse. Il y a pas mal de projets autour d'OpenID Connect et de la cybersécurité, du scan et de la protection d'API, si ça vous intéresse. Alors, déjà, j'étais un peu vite, désolé. Pourquoi proposer son propre SSO? Et avant déjà de répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'un SSO? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un SSO, déjà, SSO pour Second Sign-On, l'idée, vous l'avez déjà vu et je crois que ça a été mentionné tout à l'heure, imaginez, vous avez Google, vous avez des logins with Google sur à peu près tous les sites aujourd'hui, ou beaucoup de sites, et bien c'est exactement ça un SSO. La différence, c'est que, il n'y a pas de différence avec Google, mais la différence avec ce que vous pourriez avoir sur des applications, c'est que votre utilisateur, il va s'authentifier à un endroit qui est Google, si on reprend l'exemple de Google, il va être authentifié un peu partout. Il ne va pas avoir besoin de remettre ses identifiants, son mot de passe ou autre moyen d'authentification. Et ça, du coup, ça vient en opposition avec, imaginons, 2-3 applications plus, qui ont chacun leur moyen d'authentification. Et donc, sur chacun, vous avez un utilisateur qui va devoir se reconnecter avec potentiellement des credentials qui sont différents. C'est ça un SSO. Déjà, pour redonner un petit peu le contexte, pour qu'on arrive sur les mêmes bases. Le SSO, pourquoi on a besoin, ou pourquoi on pourrait envisager de mettre en place un SSO? Un des premiers use cases, c'est si vous avez besoin d'ouvrir vos services. Vous avez des API, vous avez plus globalement des services, et vous voulez les ouvrir à des services, à d'autres services ou à vos clients, etc. Il y a quelques exemples ici, là, il y a quelques logos peut-être que vous connaissez. Si vous avez du MEC, du Zapier, etc., vous avez sûrement déjà vu, je veux m'intégrer à Google, je veux m'intégrer à Microsoft, je veux m'intégrer à je ne sais pas quel service tiers. Pareil, si vous êtes sur des CMS, des fois vous avez envie de récupérer des données. Bref, on pourrait citer plein de cas comme ça. Vous pouvez avoir un exemple que j'ai eu il y a quelques mois, une banque qui a besoin d'accéder à des informations de chiffre d'affaires sur une plateforme. Là, on a besoin de lui laisser accéder aux informations de cet utilisateur uniquement. Et donc, l'utilisateur a besoin de s'authentifier sur la plateforme qui est là, en l'occurrence la banque, mais en tant que j'ai un compte sur ce service. Donc ça, c'est un autre exemple de pourquoi on aurait besoin du SSO. Et encore, si on veut encore donner d'autres exemples, c'est imaginez vous avez des clients, un peu comme Twitter, vous pouvez avoir des applications, vous pouvez avoir plusieurs applications qui consomment du Twitter. Ben là aussi, vous avez un login with Twitter et vous pouvez accéder aux tweets des utilisateurs. Et on peut faire ça pour à peu près tous les services importants qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières raisons d'avoir un SSO, de mettre en place un SSO. Une autre raison, ça peut être pour améliorer l'expérience utilisateur. Imaginons même dans une même entreprise, et ça peut arriver assez régulièrement, avoir plusieurs applications, que ce soit des applications qui sont internes ou des applications qui sont consumer facing, qui sont face à vos utilisateurs finaux. Pour l'utilisateur, hein, ça va être pénible, si je puis dire, de s'authentifier N fois par application avec potentiellement des credentials qui sont différents. Et là, ici, le SSO, comme il vient centraliser et les moyens d'authentification et permet à l'utilisateur de ne pas avoir à se reconnecter à chaque fois, on améliore significativement l'expérience utilisateur. Et une des dernières raisons pour laquelle ça peut être intéressant de mettre en place un SSO, c'est également la développeur expérience, DX. Parce que quand on met en place un SSO, généralement on ne le met pas en place en l'imaginant de zéro. On va utiliser des choses qui sont déjà existantes, des protocoles qui sont standards. Il y en a quelques-uns qui sont mentionnés ici, OpenID Connect, SAML, qui sont des exemples. Il y en a d'autres, mais c'est quand même le plus courant.
C'est comme ce sont des standards. Qui dit standard dit écosystème autour, des SDK, des blog posts, de la documentation, plein de choses. Et donc ça va forcément faciliter l'intégration pour les développeurs plutôt que d'avoir quelque chose de custom que personne n'a vu à part l'entreprise qui l'a mis en place. Donc déjà, voilà, première étape, enfin c'est pas une étape, mais qu'est-ce qu'un SSO? Pourquoi mettre un SSO pour mettre un peu les bases? Maintenant, on va arriver aux 3 étapes qui nous intéressent. La mise en place du SSO, comment on fait, et on va essayer de le faire sans remettre tout en cause, c'est-à-dire remettre le moyen d'authentification qui est déjà présent sur la plateforme. Souvent, ce qu'on voit, c'est on supprime tout le moyen d'authentification et on remplace par une solution qui met en place un SSO. Là, on va essayer de conserver le moyen actuel et pourtant mettre en place un SSO qui peut être consommé par différents acteurs. Un premier cas fictif qu'on peut retrouver en moyen d'authentification, c'est très simple. Vous avez une base de données, vous avez vos moyens d'authentification, mettons email, credentials, avec password, avec bien sûr le password qui est haché et savé. Et là, du coup, vous avez votre application qui consomme la base de données et qui va dire l'utilisateur est OK, c'est bien connecté, oui, c'est pas bien connecté. Le deuxième use case, c'est si vous utilisez un service externe. Là, on a pris Supabase, enfin j'ai pris Supabase, mais ça pourrait être d'autres, Firebase, etc., qui proposent des moyens d'authentification, mais n'ont pas la capacité d'avoir un comportement dit de SSO. Donc, exposer ce moyen d'authentification à d'autres acteurs que vous-même. Et donc là, on va aussi prendre ce cas-là. Comment on fait en sorte que, même avec des services qui proposent l'authentification, comment on va mettre en place une petite surcouche pour exposer ce moyen d'authentification à d'autres acteurs, sans compromettre la sécurité, bien entendu. Durant la suite de la présentation, on va essayer de se concentrer sur un protocole en particulier. J'en ai cité 2 tout à l'heure, SAML et OpenID Connect. Le plus couramment utilisé aujourd'hui, c'est quand même OpenID Connect, donc on va se concentrer sur celui-là, mais les idées sont relativement les mêmes avec SAML. Alors, comment ça fonctionne quand on met en place un SSO? Le SSO, il est ici. C'est ce qui est représenté par l'OpenID Connect Provider. Ce qui va se passer, c'est que donc, votre utilisateur, il arrive sur l'application et il va demander à se loguer avec ce provider-là. C'est comme quand vous faites Login with Google. Là, qu'est-ce qui se passe? L'application, elle va contacter Google, elle a déjà récupéré les informations de Google, et elle va rediriger, vous allez être redirigé en tant qu'utilisateur sur le SSO. Donc sur notre provider ici, sur Google, si on file l'exemple de Google. Ensuite, l'utilisateur, mettons qu'il arrive vraiment à s'authentifier. S'il n'arrive pas à s'authentifier, ou il n'est jamais redirigé vers l'application, ou il va être redirigé avec un cas d'erreur selon les intégrations. Donc prenons le cas où il s'authentifie. Il va s'authentifier auprès de cette brique-là, qui est la façade pour lui. Et cette brique-là, par contre, elle va se reposer sur le service d'authentification. Que ça soit la base de données, ou que ça soit le service tiers qu'on a vu précédemment. Et une fois que l'authentification a réussi, l'utilisateur est redirigé vers l'application, et ensuite l'application a la capacité de récupérer ce qu'on appelle un token et récupérer un certain nombre d'informations sur l'identité de l'utilisateur. Ça peut être juste son ID, ou ça peut être email, given name, last name, etc. Comment on implémente ça de manière tech? On a plusieurs solutions. Il y a une solution open source qui ne s'affiche pas là, c'est génial, et qui s'appelle Orihydra. Imaginez le même schéma, en espérant que ça se resynchronise. Imaginez le même schéma, mais ici c'est écrit Orihydra, c'est une solution open source. Et cette solution open source, elle permet de faire OpenID Connect Provider et s'intégrer avec des services derrière. Un autre service, il ne veut vraiment pas, c'est Auth0, qui est une solution SaaS qui est peut-être un peu plus connue et qui permet de faire le nécessaire aussi. Ah, super, c'est bien synchronisé ou non. Ça, c'est la première partie du travail. C'est vraiment la première étape. L'étape 2, ouais. L'étape 2, je suis désolé. Voilà. On va essayer de le faire comme ça. Petit aléa du direct. Ah. Ouais, super. Étape 2, on va protéger ses ressources. En fait, en mettant en place ce provider-là, on va changer la manière de gérer
ce qu'on pourrait appeler des sessions. Imaginons que vous avez votre application. Aujourd'hui, pour récupérer les ressources, que ce soit des pages ou que ce soit des ressources qui sont exposées par une API, vous allez avoir une session, un jout, n'importe quel type de token, et l'authentification auprès de ce ressource serveur s'effectue de cette manière-là. Demain, si on met en place ce provider, on va recevoir des tokens. Chacune des applications va faire le jeu de redirection dont on a parlé juste avant et va demander des permissions, ce qu'on appelle des scopes, qui sont bien définis et qui vont dépendre par application. L'idée, c'est de dire qu'une application a le droit de faire certaines choses et une application à côté d'autres choses. Toutes les applications que vous intégrez n'ont pas le droit de, je ne sais pas, de supprimer tous les utilisateurs. C'est l'idée. En échange de cette demande, et bien sûr c'est l'authentification aussi, ce provider il va donner un token à l'application, et ce token, c'est lui qui va permettre de dire quel est l'utilisateur et est-ce que sa session, cette forme de session qui est représentée par le token est toujours valide. Et comment ça va se passer? En fait, votre ressource serveur, il va demander des informations au provider, où il va directement donner le token au provider, et il va pouvoir protéger les ressources. La troisième étape, c'est la plus courte, et je vois que je suis déjà à 10 minutes, donc ça tombe bien. C'est la plus courte, mais c'est quand même une des plus importantes, c'est l'onboarding. En fait, vous allez exposer votre moyen d'authentification à des acteurs tiers, ou même si vous êtes une grosse entreprise, à des développeurs qui ne sont pas forcément à côté de vous. Et donc, il y a une partie très importante qui est la documentation. En fait, c'est une partie qu'on oublie souvent, mais en fait, elle est très importante quand on met en place un SSO. Ça peut être simplement exposer des configurations de votre SSO. Il y a des choses standards, notamment avec OpenID Connect pour ça. Et puis, n'hésitez pas à venir wrapper des SDK qui existent déjà et les préconfigurer avec les configurations de votre SSO. Voilà, pointer des documentations, etc. Et donc, ça permet de faciliter l'intégration et bien sûr aussi la manière de créer les clients. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais expliquer ce que sont les clients sur OpenID Connect. Mais du coup, pour avoir cette première étape de comment je m'intègre à ton SSO, et si vous avez déjà fait ça avec Google, vous voyez de quoi je parle. Et j'ai fini. Et donc, c'est la partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.